Salut, 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 salut. J'espère que tu vas bien. Coucou, coucou, coucou. On se retrouve ce soir pour une soirée un peu plus spooky, un petit peu plus dark. Car ce soir, je vous présente un nouvel oracle. Et c'est un oracle très particulier. Le Mythicone. Donc c'est un oracle sur les créatures légendaires. Dans sa très belle boîte noire, au design très particulier, très dark, très spooky. Alors c'est parti pour cette nouvelle présentation de ce nouvel oracle. Et pour la petite histoire, c'est un oracle que j'ai offert à Mika, un de mes modérateurs, pour le remercier de son travail, de sa bienveillance sur mon stream quotidienne. Voilà, voilà. Merci à toi, Mika. Et je sais qu'elle l'adore. Allez, arrivons donc sur la magnifique scène pour que je puisse vous présenter notre très 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 beau oracle. Avant un peu de magie. Alors c'est parti, j'ouvre avec vous, magnifique oracle. Cet oracle est conservé dans une magnifique boîte qui s'ouvre vraiment comme une petite tombe, j'ai presque envie de dire. Et l'intro générale raconte: entendez les messages que les mythes et légendes ont à vous transmettre. On a donc les cartes qui sont rangées dans un magnifique paquet en velours noir, mat, à poil lisse. Je sais pas si ça se voit vraiment, mais voilà. On a forcément le guidebook qui est plutôt épais, mine de rien. Et bien sûr, alors c'est pas dans tous les oracles ni dans tous les tarots, mais un petit carré de soie avec l'œil sur le carré de soie. L'œil de la clairvoyance, si je puis dire. La boîte est vraiment magnifique, vraiment avec les détails. Les noirs brillants et les noirs mat. Ça fait vraiment une belle pièce à avoir chez soi. Saurais-tu entendre les messages des créateurs du Mythicone? Créatures, pardon, du Mythicone. Alors je vous lis la boîte. Les mythes et légendes recèlent nombre de vérités et d'apprentissage, à l'instar des créatures qui les peuplent et sont porteuses de messages millénaires à l'attention des humains. Réunissant mythologie, récits ancestraux et astrologie, cet oracle se compose de 36 cartes puissantes portant chacune la magie de l'entité à laquelle elle est associée, ainsi d'une carte neutre pour approfondir les lectures. Le livre qui les accompagne se propose également plusieurs tirages et toutes les significations des cartes afin de mieux discerner les réponses de tes questions grâce à la sagesse de tes alliés. D'une édition Good Moon Dealer by Exergue. Voilà, voilà. Et on nous parle un petit peu de la créatrice, de l'autrice. Donc par Sarah A.L., jeune sorcière et autrice talentueuse qui partage sa passion et sa pratique sur les réseaux sociaux, suivie par plus d'1 million d'abonnés. Donc la fameuse Sarah, voilà, qui a fait, j'imagine, les
design et l'écrit. Voilà, voilà. Alors, on va commencer avec le guidebook. On va avoir beaucoup de choses à voir, je pense. Alors, on arrive avec le sommaire. Qu'est-ce que la cartomancie? Qu'est-ce qu'un oracle? Comment utiliser un oracle et comment tirer les cartes? Et ensuite, on a les interprétations des cartes. On a l'introduction. Voilà. Pour ceux qui commencent et qui découvrent, bah voilà, c'est quoi la cartomancie? Alors, on nous donne une citation. Cartomancie, art de prédire l'avenir par les cartes tarot, oracle, etc. Parfois même par les cartes de jeu. Vous savez, le trèfle, le cœur. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'un oracle? Voilà, pour les néophytes qui découvrent les oracles, qu'est-ce que c'est, comment ça marche. Et je vais d'ailleurs vous lire ce petit paragraphe. Dans un sens premier, le mot oracle provient du latin oraculum, désigne les réponses données dans l'ancien temps par les divinités lorsque les fidèles venaient consulter les dieux afin de demander de l'aide. Dans la mythologie grecque, la Pythie est un exemple. Les Grecs allaient consulter l'oracle et les Delphes dans l'attente d'une réponse divine. Aujourd'hui, on nomme ces cartes oracles car elles ont ce même but divinatoire. Voilà, voilà. Donc ensuite on a comment utiliser cet oracle. On donne des conseils. Tac, tac, fumigation, purification, ce genre de choses qui est vraiment important quand on utilise des cartes. Comment les tirer? Voilà. Dans quel genre de questions on peut poser? Par exemple, ce travail sera-t-il bénéfique pour moi sur le long terme? C'est un exemple. Cette relation est-elle vouée à durer dans le temps? Ou encore, mes guides ont-ils un message à me transmettre, etc., etc. Et on nous donne des ensembles de tirages que l'on peut faire. Moi, celui que je fais personnellement, c'est toujours le 1, 2, 3. Je le trouve bien pour moi, pour le moment, à mon niveau. Donc, passé, présent, futur. On a ensuite un tirage en croix, je l'appelle toujours comme ça. On a l'aspect positif, l'aspect négatif, le conseil, la réponse et la synthèse, ce qui peut être intéressant si on a une question vraiment plus conséquente. Donc ici, on a ce tirage un peu plus conséquent, donc en 6 cartes. J'appelle ça un peu la patte de chat. Donc on a aussi la situation actuelle, la situation future, l'épreuve et la conclusion qui peut être une réponse voilà, plus étoffée si on a des questions suffisamment sérieuses, j'ai envie de dire. Et ensuite le tirage de la pleine lune qui est très chouette d'ailleurs, j'aime beaucoup. Sur le 1, l'énergie de cette pleine lune. 2, ce que je dois relâcher. 3, ce que je dois pardonner. Et 4, le message pour cette pleine lune. Alors c'est pour celles et ceux qui font attention au mouvement de la lune. Des fois on a la lune en Verseau, on a la lune en Scorpion, en Vierge, en Taureau, etc. Je pense que c'est par rapport à ça, si je dis pas de bêtises. Corrigez-moi pour ceux et celles qui connaissent peut-être mieux les lunes. On sort les cartes de ce magnifique pochon en velours. Alors, sorti les cartes. Alors déjà, première chose à noter, les tranches sont argentées. Je les trouve juste fantastiques ces tranches, regardez-moi ça. Brillant comme de l'argent. Très 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 beau, j'adore. Le dos des cartes est assez, comment je dirais, simple mais élégant. Voilà, tout simplement. Les cartes sont très noires, très dark. Bon, par contre, ce que je reproche un peu, c'est car c'est très très gros. Il faut des grandes mimines pour les utiliser. Je trouve ça un petit peu dommage parce que pour les mélanger, c'est pas forcément facile. Moi, j'aimerais des formats un petit peu plus petits parce qu'après, on est là. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas une critique, seulement bah, si c'était un peu plus petit, ça serait plus facile à manier. Voilà. Alors,
chercher leur moitié. Le mythe explique pourquoi les humains seraient si désireux de s'unir. C'est une belle histoire, je trouve, pour notre petite créature androgyne. Voilà, voilà. Nous continuons avec la Banshee. La Banshee représente la mort. Elle est liée au signe astrologique du Poisson. La Banshee est une créature féminine de la mythologie celte, souvent catégorisée comme faisant partie du monde des fées. Elle est souvent associée à son célèbre cri qui serait un présage de la mort imminente. Elle oscille entre le monde des morts et celui des vivants en agissant telle une messagère. Elle est souvent décrite comme une femme pâle aux longs cheveux clairs et vêtue d'une robe argentée. Les banshees ne sont pas toujours considérées comme des esprits malins. Elles veillent parfois sur les morts. La légende raconte qu'elles nettoient le linge taché de sang des morts dans un ruisseau. Le nom banshee vient du gaélique et est associé à deux mots, bin et sish, signifiant respectivement femme et autre monde, donc littéralement la femme d'un autre monde. Elle aurait inspiré le personnage le plus moderne de la Dame Blanche, donc je la trouve très 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 belle. J'ai découvert également les banshees dans le manga The Ancien Magnus Bride, et la banshee du manga s'occupe de la maison, de faire à manger, du ménage, de l'organisation. C'est aussi un esprit qui est décrit comme prenant soin des foyers. Donc voilà, à chacun sa vision de ce personnage, de cette entité. Voilà, donc une très très belle banshee, bon, qui représente la mort, mais vous savez très bien que dans les cartes, la mort c'est pas la mort physique, c'est plutôt la fin d'un cycle et le renouveau. Donc c'est toujours très intéressant de l'avoir tombé. Voilà, voilà. Du coup, on continue avec Baphomet. Il est lié au signe astrologique du lion. Donc voilà ce qu'on nous dit sur Baphomet. Baphomet est à la fois masculin et féminin et animal. Il est très souvent représenté avec une tête de bouc et des seins de femme. Nombreux sont ceux en particulier dans la science mystique qui rappellent l'adoration que lui portaient les Templiers. C'est d'ailleurs un procès des Templiers au début du, je suppose, XVIe siècle qui révèle que Baphomet est en fait une figure incontournable. Cette créature a plusieurs facettes et est très souvent reprise dans les cultes populaires modernes. Les scientifiques l'utilisent de manière caricaturale pour représenter le mal, et de nombreux mouvements satanistes s'emparent de cette figure pour cristalliser leur opposition aux religions dogmatiques modernes. Voilà, voilà. On continue avec Callisto. Voilà. Donc, associé au signe de la Vierge et qui représente la guide. Très 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 beau. Callisto est issue de la mythologie grecque. C'est une nymphe qui est assez connue grâce à sa beauté exceptionnelle. Elle faisait partie des suivantes d'Artémis, qui est la divinité de la chasse, de la nature sauvage et protectrice des jeunes femmes. Artémis et ses suivantes avaient une règle ultime à laquelle ne pas déroger, rester vierge. Zeus, le dieu des dieux, en décida autrement pour la belle Callisto dont il était épris. À la suite de ce viol, la jeune nymphe, qui se sentait honteuse, ne parla pas à Artémis de ce qu'elle avait subi, de peur d'être chassée, mais au fil du temps, son ventre s'arrondit, car elle portait l'enfant de Zeus. Lors d'une baignade, Artémis découvrit la grossesse de sa suivante. Son sang ne fit qu'un tour et elle la chassa avec son futur bébé. Arca fut le nom donné au fils de Zeus et de Callisto. Cette naissance énerva fortement Héra, la femme de Zeus, qui décida en guise de vengeance de transformer Callisto en ours. L'ours vécut recluse dans la montagne, loin de tous
clan de chasseurs dans les hauteurs et se retrouve face à sa mère. À ce moment-là, Zeus prit la décision de transformer Arc en ours, elle, telle sa mère, et de les envoyer tous les deux dans le ciel, ce qui forma les constellations de la petite ours et de la grande ours. Assez incroyable l'histoire de notre cher Callisto. On continue avec la carte du Capricorne. Donc, abondance et signe astrologique, forcément Capricorne. Le Capricorne est à la fois une constellation et un signe astrologique. Son histoire est liée à celle d'Amaté, la chèvre nourricière qui, à l'état de Zeus enfant, dans certaines mythologies, Amaté prend l'apparence d'une naïade, d'une nymphe des rivières chargée de veiller et de nourrir Zeus. Elle est le symbole même de l'abondance, même lorsqu'elle perd une corne. Elle s'empresse de la remplir de fruits, de miel, de lait, de légumes pour nourrir le dieu. Donc, qui fait référence à la fameuse corne d'abondance. On continue avec la carte du Cerbère, donc qui fait référence à la pluralité. Signe astrologique, le Gémeaux, encore. Alors voilà, Cerbère, monstrueux chien à 3 têtes, gardien des enfers, issu de la mythologie grecque. Il est le fils de Echidna et de Typhon. C'est une créature immense, mi-chien, mi-serment, qui vit sur les bords du Styx, fleuve des enfers, et garde des portes du palais de son maître, Hadès, dieu du monde souterrain, afin de s'assurer qu'aucun vivant ne peut y pénétrer selon les récits. Il pourrait avoir de 3 jusqu'à 100 têtes. Hésiode lui en donnait 50, Horace lui en donnait 100, mais la représentation la plus répandue reste celle un chien à 3 têtes, les serpents sur le cou et une queue de dragon. Voilà. Il est très flippant, Cerbère, quand même. On continue avec le chevalier sans tête. Je la trouve magnifique cette carte, l'armure est magnifique. Avec la grande épée, les armures sur les jambes, les côtes, les bras et le torse. Magnifique, vraiment très. Beaucoup de détails sur ces dessins, j'adore. Le Dulaban, ou cavalier sans tête, est une créature de la mythologie irlandaise, souvent représentée sur un cheval noir et portant dans sa main droite sa propre tête. Alors, nombreuses sont les histoires concernant sa tête. Certains affirment qu'il aurait perdu en combat en étant soldat, d'autres qu'il a la capacité d'enlever sa tête quand il le souhaite et de jouer avec à sa guise. Il aurait une apparence assez effrayante et macabre. Il se déplace à dos de cheval qui le fouette avec une colonne vertébrale. Pour le faire avancer, il peut décider de la mort à n'importe qui en l'obligeant à s'arrêter. On continue avec le Dahu, qui représente la stabilité et qui est associé au signe de la Vierge. Alors, le Dahu est un animal imaginaire associé au massif montagneux français qu'il escalade et sur lequel il se stabilise de manière très habile grâce à 2 pattes latérales plus courtes que les 2 autres. Cette morphologie lui permet de gravir des montagnes les plus escarpées sans jamais se perdre son équilibre. Il est particulièrement présent dans l'imaginaire local des habitants des massifs vosgiens et jurassiens. Il est l'objet de techniques de chasse et de traque diverses et variées. Voilà. Sacré Dahu. On continue avec le dragon. Voilà, le dragon qui représente la protection et qui est lié au signe astrologique du Cancer. Je ne peux m'empêcher de penser à Eragon avec Saphira, mais rien à voir. Le dragon, créature légendaire, se présente le plus souvent dans de nombreux récits à travers toutes les cultures du monde sous la forme
et bien d'autres. Ses origines remontent notamment au néolithique en Asie, par exemple. Voilà, notre cher dragon. Are you mother of the dragon? On continue avec la dryade, donc, qui représente la nature et qui est liée au signe du Verseau. Voilà. Je trouve l'illustration assez incroyable en fait. On est sur une femme mi-arbre et plus. Voilà, j'aime beaucoup l'illustration, elle me plaît énormément. Alors, entité exclusivement féminine, les dryades sont des nymphes des forêts issues de la mythologie grecque. Elles sont les protectrices des arbres et surtout des chênes. Le mot dryade serait d'ailleurs issu d'un terme venant du grec ancien désignant le chêne. Elles sont considérées comme mortelles et dépérissent lorsque leur forêt se meurt. Elles ont la réputation d'être discrètes et de se laisser approcher que très rarement. Dans la Grèce antique, les hommes demandaient toujours aux dryades leur autorisation avant de couper un arbre afin de ne pas les offenser. Voilà, c'est incroyable, j'aime beaucoup. On devrait faire ça plus souvent, même à notre époque. On continue avec les fées, joie et festivités, donc qui est lié au signe astrologique du Sagittaire. Les fées, esprits de la nature, sont vénérés dans nombre de civilisations telles que Perse, Celtes et Nordiques. Ce sont de petits êtres gardiens des forêts. Certains sont dites minuscules et d'autres de grande taille, le plus souvent représentées comme des humains possédant des ailes. Elles sont souvent considérées comme farceuses, espiègles, voire dangereuses. Livre à toi de le penser. Nombre de récits les qualifient de voleuses d'enfants. En Angleterre, les jeunes mères craignent que les fées s'en prennent à leur nouveau-né et s'en protégeaient de différentes manières. D'autres diront simplement qu'elles ont l'esprit festif et possèdent un brin de malice. Les fées sont aussi connues pour être très enjouées et elles adorent festoyer dans la forêt afin de passer du bon temps. Malgré certaines accusations de vol portées à leur encontre, elles sont aussi considérées d'autre part comme bienveillantes et gardiennes de la nature. Elles vivent en harmonie avec cette dernière et ses cycles de saison, protégeant ses forêts et la défendent des hommes ou autres personnages qui pourraient lui nuire. On continue avec la femme araignée, donc qui représente la liaison et qui est reliée au signe astrologique de la Balance. Une des formes du mythe de la femme araignée est issue de la mythologie amérindienne. Il est très répandu dans les tribus de l'ouest des États-Unis. Ces représentations s'étendent de la simple araignée à la vieille femme tissant la toile du monde. Selon une légende, la femme araignée tissa toute l'existence de ses mains. Au début des temps, Tawa régnait dans le ciel et la femme araignée sur la terre terrestre. C'est au sein de ce monde terrestre qu'elle façonna les animaux, puis les humains, faits de la même argile mais différentes couleurs rouge, noire, jaune et blanche. Aussi, elle distribua à chacun des rôles ainsi que des animaux totems. Et je trouve que la déesse représentée est vraiment très intéressante. Donc voilà, alors on continue avec la carte du Fenrir, donc qui est représentée par l'isolement, qui est en lien avec le signe astrologique du Capricorne. Fenrir est une créature issue de la mythologie nordique. Il est le fils de Loki et d'Angrboda, qui est la messagère du malheur. Ses frères et ses sœurs, elle régnant sur le monde des morts, et Jormungand, le serpent, domine. Son apparence est celle d'un loup gigantesque, si grand que sa mâchoire toucherait le ciel lorsqu'il ouvre sa gueule. Certaines prophéties affirment qu'il détruira la terre. Les dieux avaient pris la décision de l'enfermer dans une énorme cage tout en l'attachant avec la célèbre chaîne magique Gleipnir. Il n'arriva à se défaire de ses liens
rien que lors du Ragnarok, où il brisa ses chaînes et combatta aux côtés des géants pour vaincre les dieux. Alors, on continue avec la harpie. Alors, harpie, influence, donc ça représente l'influence. Signe astrologie, le lion. Les harpies sont des créatures issues de la mythologie grecque et romaine. Elles auraient un visage de femme et un corps d'oiseau hideux. Elles sont toujours affamées et féroces avec leurs proies. Il en existerait 3 à Hello. La bourrasque, aussi bête, celle qui vole vite et podagre, aux pieds légers, personnification de la dévastation et de la vengeance. Elles sont invulnérables, les dames harpies ont l'air très 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 fortes. Voilà, voilà. J'aime beaucoup. On continue avec Hugin et Munin. Hugin et Munin, donc, qui représentent les messagers, qui est lié au signe astrologique du Verseau. Hugin et Munin sont dans la mythologie nordique les 2 corbeaux du dieu Odin. Odin étant le dieu principal de cette mythologie, il est notamment considéré comme le dieu du savoir, de la mort, de la victoire, de la poésie et de la chasse. Munin signifie mémoire et Hugin signifie pensée. Ces 2 oiseaux sont des messagers. Chaque jour, ils s'envolent pour faire le tour du monde à des hommes pour voir ce qu'il s'y est passé et retournent ensuite voir Odin afin de lui rapporter tout ce qu'ils auraient entendu ou vu. On les surnomme souvent les yeux et les oreilles d'Odin. Voilà, voilà. Un corbeau avec un œil au fond de son bec et l'autre avec une clé. J'adore. Reste-t-il avec mon préféré, tout du moins que je trouve le plus mignon. C'est le jackalope, le pimpin avec des bois de serre un petit peu très cute. Donc il représente la chance parce qu'on dit toujours que les pattes de lapin portent chance. Jackalope est lié également au Sagittaire. Le jackalope est une créature du folklore américain, souvent représentée comme un lièvre avec des bois de serre. Les jackalopes ont aussi été répertoriés dans le bestiaire imaginaire européen, allemand et autrichien. Par exemple, sous le nom de Walpertinger, ils sont réputés pour reproduire très fidèlement les sons qu'ils entêtent, notamment les voix humaines. Ils utilisent parfois cette capacité pour égarer leurs poursuivants. Certains récits de cow-boys rapportent leur présence lors des soirées autour de feux de camp. Nombre de ranchs aux États-Unis arborent des trophées de tête de jackalope. Certains affirment que la rareté du jackalope provient du fait qu'il ne peut se reproduire que pendant une tempête de grêle avec du tonnerre. La légende le dit très rare et difficile à observer, mais il produirait du lait aux effets miraculeux. Voilà, voilà, c'est un petit peu comme le Dahu, hein. Voilà, c'est un conte, une histoire racontée. Et qu'est-ce qu'il est mignon quand même. Alors ensuite on continue avec le lépreux jaune. Tout le monde a entendu parler du lépreux jaune et de ses chaudrons remplis de pièces d'or au pied des arcs-en-ciel. Bah voilà. Et ce qui est très drôle, c'est qu'il est lié aux finances et qu'il est représenté également par le signe astrologique du Capricorne. Alors voilà ce qu'on nous dit sur les lépreux jaunes. Créature du folklore irlandais, le lépreux jaune est une forme humaine vêtue de vert et coiffée d'un grand chapeau. Petit et généralement assez vieux, il vit seul, passe une partie de son temps à fabriquer et à réparer de petits objets, et le restant à veiller sur son chaudron rempli de pièces d'or soigneusement déposées au pied d'un arc-en-ciel. C'est ce que je viens de vous dire. Les contes le disent très riche et malicieux. À l'instar du génie de la lampe d'Aladin, il peut lui aussi exaucer des vœux, 3 exactement. Mais pour cela, il faut le capturer. Attention, le lépreux jaune
concernant notre cher Léviathan. Donc il représente la justice et lié au signe astrologique de la balance. C'est parti. Le Léviathan, autrement appelé la bête de l'Apocalypse, est un monstre marin provenant de la Bible hébraïque, en partie dragon, poisson, crocodile et serpent, et serait gigantesque. Si grand que certains disent qu'il mesurait plusieurs kilomètres de long. Selon l'Ancien Testament, Dieu craint tous les animaux des deux sexes pour leur permettre de se reproduire et de perpétuer leur espèce, mais il existait un Léviathan mâle et un Léviathan femelle, ces derniers étant très destructeurs. Dieu comprit que si les deux venaient à s'accoupler, les conséquences seraient dramatiques pour le monde. Il tue alors la femelle, laissant le Léviathan dans l'incapacité de se reproduire. Lors du jugement dernier, il dévorait toutes les âmes des pécheurs délaissés par Dieu. Le Léviathan est souvent représenté avec la gueule grande ouverte, en train de dévorer des âmes. Il est ainsi comparé aux portes de l'enfer. Dans de nombreuses mythologies, nous retrouvons d'immenses créatures aquatiques semblables au Léviathan chez les Sumériens, Tiamat chez les Hittites, Illuyanka chez les Grecs, Typhon chez les Phéniciens, Lotan, Jogmurgen chez les Nordiques. C'est impressionnant parce qu'on nous dit quand même qu'il ferait, selon la croyance, quelques kilomètres de long, ce qui est quand même assez impressionnant. On continue avec la licorne, donc qui symbolise le rêve. Et il y a de quoi avec une licorne, qu'on soit d'accord, et qui est liée au signe astrologique du cancer. Par contre, ne faites pas comme Voldemort, on ne boit pas le sang des licornes, ok? La licorne est une créature présente dans de nombreux pays depuis des millénaires, notamment en Chine, au Japon, au Vietnam, mais aussi dans de nombreux pays d'Europe. Le terme licorne vient du latin unicornis, qui signifie avec une seule corne. Elle est souvent représentée comme un cheval avec une corne sur le haut de la tête, une queue de lion et une barbe de bouc. Les premiers récits d'explorateurs, lesquels elle est représentée, la figure comme un animal à mi-chemin entre le rhinocéros et l'antilope. Dans d'autres, notamment dans les récits médiévaux, elle est un croisement entre un cheval et une chèvre blanche. La licorne représente la dualité que nous incarnons tous, dans la mesure où elle est à la fois symbole de pureté, d'innocence, mais aussi de puissance et de virilité. Elle est donc une créature à plusieurs facettes, mais très représentative de la diversité que nous avons tous en nous. Encore une fois, le design est magnifique. Alors, on continue avec le lycanthrope, qui représente l'introspection et qui est lié au signe astrologique du poisson. Plus connu dans les contes sous le nom de loup-garou, le lycanthrope est une créature avec une apparence humaine qui a la capacité de se transformer en loup mangeur d'hommes. Il existe différentes causes de la transformation: morsure, provocation ou malédiction. Sa métamorphose intervient la nuit, particulièrement les nuits de pleine lune, se termine au petit matin. Le loup-garou s'en prend aux autres pour soulager ses pulsions et souvent oublie ses actes au petit matin. Le lycanthrope trouve ses premières représentations dans la mythologie grecque et apparaît au fil des siècles, notamment dans les civilisations turques, mongoles, celtes ou encore dans la mythologie nordique avec les loups, Géry et Freki qui accompagnent Odin. Le loup-garou est une figure récurrente emblématique du fantastique, présente dans de nombreuses œuvres cinématographiques, notamment dans la célèbre saga Twilight. Bien sûr, tout le monde se souvient, Jacob dans Twilight. Voilà, le fameux loup-garau torse-poil. Voilà. Le mythe a souvent été
utilisé pour dissuader les enfants de s'aventurer trop loin des villages. La diabolisation du loup, notamment par les chrétiens, a largement contribué à encourager son extermination. Exactement. Voilà pour le lycanthrope. On continue avec la méduse ou médusa, je pense, qui représente la trahison et qui est liée au signe du taureau, héritière de l'union de la terre avec l'océan. Séduisante jeune fille, Méduse est maltraitée par Poséidon. Elle est transformée en monstre par Athéna dans certains récits. Athéna aurait essayé de la protéger de personnes malveillantes envoûtées par son irrésistible beauté. Dans d'autres, Athéna aurait été furieuse d'apprendre sa relation avec Poséidon et l'aurait punie en la transformant en gorgogne. Ainsi belle et séduisante, Méduse devint une gorgone effrayante que plus personne ne pourra regarder dans les yeux. Ses cheveux sont devenus des serpents, ses yeux sont prêts à pétrifier tous ceux qui la croisent. Voilà, donc la gorgogne ou Méduse ou encore Médusa. Voilà, on l'a tous vu dans Percy Jackson, je pense. On continue avec Mélusine, qui représente la fécondité. Signe astrologique, la Vierge, c'est mon signe encore. Mélusine est considérée comme faisant partie des fées. Elle est souvent représentée comme une femme aux longs cheveux avec deux queues de serpent. Elle est originaire du nord de la France et de l'Allemagne. Elle aurait été victime d'un mauvais sort jeté par sa mère, l'obligeant à voir la moitié de son corps se transformer en queue de serpent tous les samedis soirs. Voilà. Mais vous savez, ça me fait beaucoup penser également au logo de Starbucks au passage. Je pense que ça doit être lié à ça. Alors, on continue avec le Minotaure. On le voit pas très bien parce qu'il est très dark sur des cartes très noires. Mais on le voit un petit peu. On voit un peu le détail de la musculature. Donc, qui est représenté par l'impulsivité et le signe astrologique du Scorpion. Dites-moi si vous vous reconnaissez les scorpions. Le Minotaure est une créature mi-homme, mi-taureau, avec un corps d'homme et une tête de taureau. Il est issu de la mythologie grecque. Minos, fils de Zeus et d'Europe, et d'un roi légendaire de Crète. Il décide d'enfermer dans un labyrinthe le Minotaure, issu de l'amour entre sa femme Pasiphae et un taureau blanc envoyé par Poséidon. Tous les 9 ans, Égée, roi d'Athènes, nourrit le Minotaure en lui livrant 7 garçons et 7 filles. Il sera tué par Thésée, le fils d'Égée, à l'aide d'Ariane, qui lui donnera un fils, lui permettant de retrouver son chemin et de sortir du labyrinthe. On continue avec la carte des moires, qui représente la fatalité et qui est liée au signe du Cancer. Personnellement, ça me fait penser aux moires dans The Witcher 3 qui sont juste infernales. Dites-moi si vous les avez trouvées cinglantes, ces moires, pour celles et ceux qui ont fait The Witcher. Les moires sont des personnages de la mythologie grecque au nombre de 3, toutes des divinités du destin. Cloto, celle qui tisse le fil de la vie. La Lachésès, celle qui le déroule, et Atropos, celle qui le coupe. Snip, snip. Elle décide de toutes les naissances et des morts de chacun. Les trois sont totalement complémentaires et elles sont l'image même de la vie et du destin. De la naissance où le fil est tissé jusqu'à la mort où le fil est coupé, tout en passant par une vie vécue alors que le fil se déroulait. Elle représente donc le cycle de la vie. Voilà pour les mois. Donc on voit les mains qui coupent, qui tissent et qui déroulent le fil de la vie. C'est très poétique, je trouve. On continue avec Ondine, qui représente l'alliance et qui est liée au signe astrologique du Cancer. Les Ondines sont des nymphes présentes dans la mythologie germanique ainsi que dans la mythologie grecque sous le nom de Naïade. Le mot Ondine est dérivé du mot onde qui désigne
point d'eau. Ces fées des eaux douces aiment posséder de jolis objets. De nombreux récits rapportent que l'été, elles aiment se peigner les cheveux avec des peignes d'or ou d'ivoire à proximité des points d'eau, tandis qu'en hiver, elles resteraient dans leur palais aquatique où elles cacheraient leurs plus beaux trésors. Dans les histoires populaires, les ondines alimentaient les fontaines de leurs larmes, et lorsque ces fontaines s'asséchaient, on disait qu'elles étaient offensées. C'est pour cette raison que les hommes effectuent régulièrement des offrandes. De nombreuses histoires chevaleresques rapportent que certains cavaliers s'arrêtaient pour s'abreuver dans des fontaines et ils tombaient immédiatement sous le charme des ondines. Elles sont aussi présentes dans la mythologie scandinave sous le nom de Nyx. Exactement. Voilà les très belles ondines. J'aime beaucoup cette image, elle est très bucolique, très belle. J'adore. Alors, on continue avec Oréade, donc qui représente la construction et qui est liée au signe de la Vierge. C'est toujours moi. Les Oréades, issues de la mythologie grecque, sont des nymphes, c'est-à-dire des créatures féminines associées à la nature. Elles vivent en milieu montagneux et dans des grottes. Elles sont gracieuses et en harmonie totale avec la nature. Elles la contemplent, mais l'utilisent aussi, notamment s'adonnant à la chasse en troupeau, souvent représentées nues ou à demi-nues. Les Oréades sont notamment les sœurs des satyres qui représentent la sexualité. Incroyable, je découvre certains mythes avec vous en tout cas, c'est très intéressant. Alors on continue avec l'Ouroboros. Ça fait référence à tellement de choses. C'est un signe qu'on a vu beaucoup et un peu partout à une certaine époque. Alors, l'Ouroboros est lié au signe astrologique du Bélier. L'Ouroboros, serpent représenté, se mordant la queue, est présent dans diverses cultures à travers le monde. Selon certains, l'Ouroboros serait apparu en Égypte aux alentours de 1600 avant JC et était le symbole du voyage circulaire du soleil qui passait la nuit dans l'autre monde avant de réapparaître le matin dans le nôtre. Chez les Aztèques, il existe un symbole rappelant l'Ouroboros. Platon évoque au 5e siècle avant Jésus-Christ une créature qui s'auto-dévorait, créant une forme de cercle. On le retrouve aussi dans les textes chimiques, mais aussi dans la cosmogonie scandinave où il est lié à Olmorgand. Il représente le cycle éternel, le recommencement, le mouvement, l'éternel retour, etc. Alors, on continue avec Pégase, ce magnifique cheval ailé qui représente l'indépendance et qui est lié au signe astrologique de la Vierge. C'est toujours moi. Cheval ailé, divin, issu de la mythologie grecque au service de Zeus, est chargé d'apporter les éclairs et le tonnerre sur l'Olympe. Pégase a été convoité par de nombreux héros tels que Bellérophon qui le reçoit de la part d'Athéna. Après qu'elle l'eut dompté, Bellérophon tenta d'atteindre l'Olympe, royaume des dieux, avec le dos de Pégase qui le fit tomber au sol. Pégase est souvent associé à la sagesse et aux arts. Il est l'une des figures les plus représentées de la mythologie grecque, fréquemment considéré comme la porte d'accès au domaine des dieux, le mont Olympe, avec lequel il a un lien très fort. Et moi ça me fait beaucoup penser à Hercule, forcément. Voilà. Surtout le dessin animé Disney. On continue avec le pentacle, voilà, qui est lié à l'occulte évidemment, et qui est en lien avec le signe astrologique du Cancer. Le pentacle est un symbole très connu dans le domaine de l'ésotérisme, de la magie, très souvent mal vu et confondu avec le symbole sataniste. Il représente en réalité les 5 éléments. C'est une étoile à 5 branches qui représentent respectivement l'air, la terre, le feu, l'eau et l'esprit, tous liés par un cercle. Il est souvent utilisé comme symbole de protection. Ensuite, on a
oiseau magnifique et je ne peux m'empêcher forcément de penser à Plume-Sec dans Harry Potter. J'ai toujours plein de références pop culture à rajouter des fois. Donc le phénix représente par conséquent le renouveau. Il est lié également au signe astrologique du Gémeaux. Issu de la mythologie grecque, le phénix est un oiseau fantastique, immortel aux couleurs rouge et or, avec de longues plumes. Il renaît de ses cendres environ tous les 500 ans. Quand il sent la fin de son cycle proche, il construit le lieu de sa régénération, un nid d'herbes aromatiques, d'épices et d'autres composants qu'il embrase et dans lequel il se consume volontairement. Il est l'artisan de la Renaissance et de ses cendres renaît l'oisillon. C'est très très beau d'ailleurs. J'aime beaucoup. On continue avec Salem, le chat noir de notre chère Sabrina, bien sûr, qui est lié au signe du poisson et qui représente l'intuition. Le chat, animal mystique par excellence, est présent dans de nombreux foyers. Cette espèce a toujours accompagné les humains dans différentes cultures à travers le monde, vénéré en Égypte, utilisé pour chasser les rongeurs en Europe ou encore comme animaux de compagnie. Les chats entretiennent très souvent un rapport proche avec l'homme. Il fait l'objet de nombreuses superstitions en Égypte ancienne. Leurs yeux étaient censés refléter la lumière qui était symbole du dieu soleil. Au Moyen-Âge, les chats noirs avaient une très mauvaise réputation. Ils étaient massacrés en masse car considérés comme l'œuvre de Satan, en lien aussi avec les sorcières. Il est compté que les sorcières pouvaient se transformer en chats noirs, qu'elles avaient une troisième mamelle pour nourrir leurs familiers, et toutes étaient considérées comme l'œuvre du diable. Il est aujourd'hui un animal présent dans beaucoup de familles. Il est très connecté au monde intangible. L'on dit souvent qu'il possède la capacité de voir l'invisible, mais ça je suis plutôt d'accord. On remarque toujours que les chats sentent parfois les personnes qui rentrent chez nous, mais également je pense qu'ils voient des choses que nous ne voyons pas. Voilà donc le fameux Salem. Je revois encore le vieux Salem de la série à moitié empaillé, en mode blablabla, en mode Muppet, vous voyez ce que je veux dire. Ensuite on continue avec le satyre qui représente la sexualité et qui est en lien avec le signe astrologique du Scorpion. Alors forcément je pense à Monsieur Tumulus dans Narnia quand je vois un satyre à chaque fois. Les satyres sont dans la Grèce antique les esprits de la fertilité. Ils ont les jambes d'un bouc et le corps d'un homme recouvert de poils. Ils ont des oreilles pointues, des cornes de bouc sur le front et d'autres attributs mêlant l'homme à l'animal. Ce sont des compagnons du dieu Dionysos, du dieu du vin et de l'allégresse. Ensemble, ils passent leur temps à faire la fête, boire, jouer de la musique et poursuivre les nymphes. L'une des particularités de cet être est qu'il est en perpétuelle érection, ce qui renforce l'hémorragie sexuelle qui lui est attribué. Tout de nombreux récits portant sur les nymphes poursuivies par les satyres. Ce fut le cas de Syrinx, suivante d'Artémis, vouée à la chasteté, qui fut poursuivie par l'un d'entre eux. Désespérée, elle demanda de l'aide via des prières et fut transformée en roseau afin de lui échapper. Le satyre façonna ensuite ce roseau pour en faire une flûte, la flûte de Pan. Voilà. Belle satyre. On continue avec le séraphin. Voilà. Qui représente le présage et qui est lié aux Gémeaux. Créature céleste ailée présente dans les textes bibliques. Le séraphin est représenté avec 3 paires d'ailes, une au niveau de son torse, une dans le prolongement de l'épaule et une au-dessus de la tête, telle une auréole. Les séraphins
séraphins gravitent autour de Dieu, surveillent son trône. Ils sont donc considérés comme protecteurs. Semblables à des anges, les séraphins sont dotés d'ailes rouges, contrairement aux chérubins qui, eux, ont des ailes bleues. Les séraphins sont au sommet de la hiérarchie des anges avec Dieu et assurent la bonne communication entre les anges. Ils représentent la volonté du moi, le feu divin, impressionnant, une espèce d'un peu de tête volante comme ça, c'est Impressed. On continue avec une chimère, une croyance que j'aime beaucoup, ce sont les sirènes, qui représentent l'attirance et qui est liée au signe astrologique du lion. La sirène est une créature aquatique légendaire, mi-femme, mi-poisson, qui apparaît dans différentes mythologies à travers le monde. Les sirènes ont souvent été mentionnées dans les récits de marins datant pour les plus anciens de l'an 1000 avant JC. Elles traversent les époques et demeurent très présentes dans les récits et histoires populaires, ce qui permet d'être connues du grand public encore de nos jours. De nombreux navigateurs relatent leurs rencontres avec des sirènes. Christophe Colomb notamment rapporte avoir vu plusieurs lors de son voyage aux Amériques en 1493. Dans la culture africaine d'Amérique du Nord et du Sud, dans les cultures des Caraïbes et la culture haïtienne notamment, en lien avec les croyances vaudou, la sirène est présente sous le nom de la divinité incontournable de Mamiwata. Notons que cette déesse apparaît sous différentes formes. Dans le cas présent, elle est sirénesse des eaux. N'oublions pas que de manière générale et dans de nombreux récits, la sirène séduit les marins pour les entraîner vers les abysses. J'adore les sirènes et si elles pouvaient exister, ça serait tellement chouette. Enfin bref, moi j'adore. On continue avec, alors je ne sais pas si je le dis correctement, Triae, je suppose, donc qui représente l'art et qui est lié au signe du Verseau. Les Triae sont trois femmes abeilles qui ont le haut du corps d'une femme, le bas et les ailes d'une abeille et la tête blanche recouverte de pollen. Chacune dispose en son propre pouvoir. Antalya est capable de voir l'invisible. Pausania se consacre à la transmission du passé et Rosanna est associée au futur. Elles sont les nourrices des dieux de l'Olympe. Elles produisent l'hydromel et sont particulièrement occupées d'Apollo, qui est le dieu du chant, de la poésie, de la musique, de la lumière ou encore du soleil. Alors je vous avoue, quand j'entends parler de ces trois frangines, ça me fait penser aux sœurs Magus dans Final Fantasy X, qui étaient les chimères que l'on pouvait invoquer avec Yuna. Et on est presque à la fin, donc l'avant-dernière. On est sur la carte de la Valkyrie, donc qui représente le courage et qui est lié au signe du bélier. Les Valkyries sont des divinités mineures de la mythologie nordique. Elles sont chargées par Odin de choisir à quels soldats tombés au combat iront au Valhalla, ce qui est le palais d'Odin. Elles sont ailées et souvent revêtues d'une armure de guerre. Le jour du Ragnarok, elles devront se battre aux côtés du dieu Odin, car elles sont de réelles guerrières et ont aussi le pouvoir de décision de savoir qui mourra sur le champ de bataille. Et on arrive sur la dernière carte, donc c'est la carte neutre. Alors, elle n'a pas d'explication, elle a juste une signification et je vais vous la lire pour l'accompagner. Cette carte atténue les autres cartes négatives qui se situeraient à côté d'elle et amplifie les cartes positives du tirage. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que cette présentation d'oracle vous aura appris peut-être de nouvelles choses par rapport au lore des différentes créatures légendaires
que je vous y ai présenté. Donc voilà, c'est l'oracle, le Mythicone, que j'ai trouvé magnifique. Et les histoires racontées pour mettre en scène chaque créature étaient vraiment très intéressantes. Donc voilà, j'espère vraiment que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Également, si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Ou si mon contenu sur ma page YouTube vous plaît, eh bien n'hésitez pas à me follow, ça me ferait très plaisir sincèrement. Quant à moi, je stream de l'ASMR sur Twitch tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi, 23h, 4h du matin. Donc voilà, je vous mettrai un petit lien en barre d'infos. N'hésitez pas à me suivre et à venir me voir, ça me ferait également très plaisir. Je vous fais des immenses bisous. Prenez bien soin de vous